back to the beginning. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Là, j'ai une nouvelle caméra. Je le sais, c'est pas optimal. Bear with me. Je l'ai installée tout seul. Fait que c'est déjà mieux. Autonomie versus qualité. On baisse la barre. Ça va être ça à matin. C'était toute une épopée hier. J'étais allée chez mon psy, mais après ça, on est allé magasiner des poils. On a finalement trouvé un poil. Je me suis acheté des bottes de neige parce que mes bottes se sont mis à prendre l'eau. Puis on est revenu à la maison. On est allé à l'épicerie, on est allé chercher ma fille à la garderie, puis on est revenu à la maison. Fait que, puis là, j'ai comme filmé des affaires dans l'auto, mais je suis pas satisfaite. Fait que je recommence mon vidéo today. Fait que tout ça pour dire que j'étais allée voir mon psy. C'était le retour des vacances et pour la première fois depuis que je le vois, là, 3 ans et quelques mois, mettons, j'ai comme oublié. Tu sais, d'habitude, dans le temps des fêtes ou quand il y a un long break de comme 1 mois ou 2 mois que je verrai pas mon psy, je le sens, là, le temps qui passe. Là, je suis comme, OK, j'ai hâte de retourner, tu sais, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à unfold, unpack, nanana. Puis là, c'est comme, je sens le décompte, genre, jusqu'à me retrouver dans son bureau. Puis là, cette fois-ci, c'est la première fois que c'est genre 0 décompte, 0 rien. Jusqu'à la veille, j'avais oublié que ce serait mon rendez-vous. Puis là, la veille, je me suis mis à paniquer parce que ma partie émotionnelle, Natacha, savait qu'on allait continuer de la nettoyer. Parce que dans le fond, on a tout nettoyé le partie émotionnelle, mais habituellement, dans les nettoyages, il reste toujours comme des petites parties à faire, des petits souvenirs, tout ça. Puis là, moi, j'avais 3 de mes parties qui étaient comme attachées à leur ancienne identité, qui ont de la misère à laisser aller, fait qu'ils me camouflent à moi-même qu'il reste des souvenirs. Fait qu'il faut comme vérifier 2, 3, 4, 5, 6 fois. Fait que là, Natacha savait qu'elle serait nettoyée, puis elle avait peur. Fait que je me suis réveillée comme le matin à 5 heures le matin, puis j'étais comme « Ah oui, c'est mon rendez-vous de psy ». Puis là, j'étais allée, puis on a beaucoup parlé en début de séance, fait qu'on parce que de toute façon, quand on fait un MDR, là, rendu à cette étape-ci du traitement, ça va vraiment vite, là. Fait que même là, on avait genre 15 minutes, puis on a fait 2 souvenirs. Fait que, tu sais, ça va ultra, ultra vite, là. Puis c'est pas des gros souvenirs, mais c'est comme si c'est ça, c'est comme si Natacha elle faisait de la rétention, là. Elle retient certains souvenirs, puis elle dit « Ah non, il en reste plus d'autres, mais dans le fond, il en reste d'autres. » Puis là, à la fin, elle avait comme une espèce de masque. Puis là, mon psy était comme, je pense que ça veut dire qu'il en reste d'autres. Fait que là, on a revalidé, tu sais, comme on a revalidé pour la 3e fois. Puis là, effectivement, il restait d'autres souvenirs. Puis là, pour la prochaine séance, il resterait comme 3 souvenirs à nettoyer. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, overall, là, je me sens à peu près complètement nettoyée. C'est-à-dire que mon identité, le sentiment, c'est pas un sentiment, mais genre ma perception de mon identité a beaucoup changé à plusieurs niveaux, vraiment beaucoup de niveaux, mais tout ce qui est au niveau du sexiness, puis du niveau du être une guerrière, je sens qu'il y a encore comme l'ancienne identité qui veut prendre le dessus, puis tout ça, puis c'est ça, ces 2 parties émotionnelles-là, c'est Natacha puis Belvédère qui contiennent cette identité-là de la femme un peu sexy, bien dans sa peau, puis la guerrière, sont pas tout à fait prêtes à être complètement dans leur nouvelle identité. Puis je le sens dans ma vie, je suis comme... J'essaye comme de m'assumer mon côté sexy, mais c'est pas encore assumé pleinement. Puis la guerrière, je suis comme... Je le sens qu'il faut que je laisse aller l'identité de « je suis pas une menace », de « non, 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 mais écoutez, regardez la couette, là, je suis pas une menace, là, tu sais, comme... Vous savez pas à me craindre parce que je veux me faire aimer. » Fait que ça, c'est pas tout à fait nettoyé. Sinon, autrement, il y a plein... Tu sais, souvent, pendant les pauses,
il y a comme des grosses avancées qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a comme des sauts vraiment importants dans la thérapie parce que c'est un peu la même affaire, j'ai l'impression, avec mon entraînement. C'est quand il y a des pauses, c'est là où, genre, on dirait le travail comme unlock, genre, ou comme, je sais pas trop comment dire, mais il se passe de quoi dans les moments de pause. Puis là, les fêtes ont été vraiment difficiles parce qu'on a été malade de vraiment un gros virus. Puis c'est ça, j'en parlais à mon psy, puis il était comme que lui, dans tous les gens qu'il connaît, il y a au moins la moitié qui avaient attrapé ce qui était à son avis, mais c'est peut-être pas ça, là, ce virus-là, qui est comme une espèce de virus qui fatigue vraiment beaucoup. Moi, j'ai le tympan qui a percé. Mon chum, il tousse comme un déchaîné. Puis ça dure genre au moins 4 semaines. Tu sais, que genre les symptômes, ils restent vraiment longtemps, puis tout ça. Fait que on a attrapé les 3, ce virus-là, pendant le temps des fêtes. Fait que c'était comme un peu, genre, difficile, naviguer tout ça, mais en même temps, il y a quelque chose que je me suis mis à faire à cause que j'ai été obligée de baisser la barre, dans le sens que avant c'était mon chum, pendant le temps des fêtes, pendant qu'on est avec Simone, mettons la fin de semaine, c'est toujours lui qui donnait le biberon pour la sieste de l'après-midi. Puis lui, il haït ça, les bruits de discussion, là, il fait de la misophonie, fait que il déteste ça. Puis là, c'était lui qui faisait ça. Ça prend comme à peu près environ une demi-heure l'endormir, une vingtaine, 25 minutes l'endormir. Puis après ça, elle dort genre à peu près 1 heure. Fait que lui, il avait juste comme 45 minutes, mettons, de pause. Puis moi, j'avais genre 1 heure et quart, mettons. Fait que là, c'était comme pas juste. Mais l'affaire, c'est que dans le passé, quand j'essayais de l'endormir pour la sieste, elle s'endormais pas, puis elle finissait par pas faire de sieste. Fait qu'on avait pris la décision de dire « c'est toi qui le fais », puis comme je me sacrifie parce qu'on a les deux besoin d'une pause, fait que là, je vais me sacrifier, puis là, on va au moins avoir les deux une pause, que si c'est toi qui le fais, ben là, personne n'a une pause, genre. On avait décidé ça, mais tu sais, à chaque fois, c'était comme difficile, puis tout ça. Puis là, pendant le temps des fêtes, pour baisser la barre, à cause que j'étais tellement fatiguée, à cause que j'étais pas capable de faire mon yoga nidra, parce qu'on n'avait pas vraiment de possibilité de faire du social, puis comme notre énergie était vraiment basse, ben ce que je faisais, c'est que je me couchais carrément avec ma fille dans son lit, puis là, je dormais. Puis là, je faisais des siestes, puis là, je me réveillais, genre, puis j'étais comme « wow, mon après-midi est vraiment plus le fun que quand je passe ma pause à regarder mon sel puis à l'écouter du true crime », que là, quand ma fille se réveille de la sieste, nous, on est encore plus fatigués. Tandis que là, je me réveillais, puis j'étais comme stable dans mon énergie, genre. Et là, je me suis mis à faire ça. Fait que là, maintenant, c'est moi qui va sûrement lui donner le biberon. Puis aussi, tu sais, pour m'endormir, ou moi, je m'endors un peu, je dors un peu, puis après ça, je me réveille avant ma fille. Mais là, j'ai la possibilité d'avoir le cerveau libre pour vaquer à mes pensées. Puis souvent, il y a des belles idées ou des beaux liens qui se passent dans ces moments-là. Puis comme mon cerveau, il travaille sans arrêt, même quand je fais autre chose, là. Puis fait que ça m'a fait un bien fou. Fait que on était fatigués, on était malades, on pouvait pas faire grand-chose, non, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire des activités. Dans tout ça, il y a eu OK, ben là, on va switcher la personne qui est assignée à la sieste, puis ça l'a vraiment aidé. Fait que je pense qu'on va continuer dans cette optique-là, ce qui est très aidant. Fait que là, c'est ça, il y a beaucoup de réalisations que j'ai faites. Il y a beaucoup de moments où j'étais comme « Ah, c'est vrai que peut-être que finalement, je me suis toujours perçue comme quelqu'un d'anxieuse. » Puis j'ai vu une spécialiste de l'anxiété pendant 12 ans. Puis comme tout mon entourage tout le temps me renvoyait l'image de moi que j'étais quelqu'un qui s'en faisait avec trop, qui avait peur de tout, qui était, tu sais, genre, trop émotionnel, nanana. Et là, tout ça, on dirait que j'avais bâti sur une partie de mon identité sur « je suis un problème » et « je suis un problème parce que je suis quelqu'un d'anxieuse ». Puis là, finalement, en faisant le test du Big Five, je me suis rendu compte que j'étais à 61% de retrait. Donc, dans la norme, j'ai normalement d'anxiété. Je ne suis pas extrêmement anxieuse, je suis plutôt colérique. Et ce qui est une bonne chose, parce que dans le test de personnalité, bon, le Big Five, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un test que tu peux faire sur Internet.
C'est genre, dans le fond, avec la science, j'imagine que c'est des psychologues. Je sais pas si c'est des psychologues, mais en tout cas, les scientifiques ont pris, genre, mettons, un grand bassin de personnes. Ils ont mis ça dans un système informatique, puis il y avait plein de questions différentes. Puis après ça, au lieu de partir, parce que d'habitude, comment que ça fonctionne, c'est qu'ils partent d'une théorie, puis là, ils font une recherche pour savoir si la théorie est informée ou pas. Puis là, ils vont aller dans ce sens-là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est sans théorie. Fait que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'hypothèse de départ. Ils ont juste posé plein de questions. Ils ont mis ça dans un système informatique, des réponses de plein de personnes. Je sais même pas si je l'explique bien comme il faut, mais en tout cas. Puis le système informatique a relié des points, puis est arrivé à comprendre que chez l'être humain, across toutes les cultures, on a 5 traits de personnalité. Puis tout le monde est un spectrum sur ces 5 traits de personnalité-là, dont un des traits qui est le neuroticisme. Le neuroticisme, c'est les émotions négatives. Puis comme, en tout cas, Guillaume Dulude a fait un test en français, fait que vous pouvez aller le faire, c'est ADN personnalité. Ça coûte des sous, mais c'est vraiment utile après ça avoir cette information-là pour savoir naviguer la vie. Puis là, il a fait ça avec quelqu'un qui est spécialisé dans ça, là, dans le recrutement de données scientifiques pour faire des tests comme ça. Fait que c'est pas lui qui a fait ça chez eux, puis là, c'est genre boboche. Là. C'est vraiment tout et scientifique. Le protocole scientifique est même affiché sur son site Internet, tout ça. Fait que là, neuroticisme, lui, il l'a séparé en deux parce que dans chacun des traits de personnalité, il y a des sous-traits. Fait qu'il y a comme 6 sous-traits par les 5 traits de personnalité. Puis ça fait l'ensemble d'une personnalité de quelqu'un. Fait qu'on peut détecter comme des comportements puis des patterns juste par les traits de personnalité. Moi, mon neuroticisme est assez élevé. Le neuroticisme, c'est les émotions négatives. Mais je suis plutôt sur le côté colérique, volatile, que sur le côté retrait, qui est plus le côté anxieux. Parce que quelqu'un d'anxieux, en règle générale, est très inhibé, genre. Puis moi, je suis plutôt comme expressive. Donc, puis c'est bon parce que ma volatilité m'aide à m'affirmer, parce que sinon, dans les traits de personnalité, tous les points, les sous-traits qui parlent de l'affirmation de soi, je suis très, 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 très faible. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à m'affirmer. Mais la volatilité m'aide. Fait que là, je tends à vouloir travailler ça. Tout ça pour dire que j'avais faux dans ma perception de ma personne. Puis là, ce que j'expliquais à mon psy, c'est... Dans le fond, je suis pas très anxieuse. C'est juste que je me suis toujours mis dans des situations anxiogènes. Tu sais, comme vouloir faire le métier de comédienne, puis faire de la scène, puis faire un métier de performance, puis d'être dans la compétition constamment, parce que, tu sais, les métiers artistiques comme ça, de performance, c'est vraiment très compétitif. C'est super anxiogène. Puis, tu sais, comme travailler avec mon chum, tu sais, il y a toutes des affaires que je suis allée vers naturellement, parce que c'était mon naturel pour moi d'avoir élevé l'anxiété pour confirmer mon identité de personne anxiogène. Fait que là, c'est comme le nettoyage, parce que le EMDR nettoie les greffons émotionnels du trauma. Le trauma complexe que j'ai est un trauma relationnel. Le trauma relationnel, c'est fait à travers le temps, c'est ce qu'on appelle des plus petits traumas, fait que c'est des moyens ou des petits T. Puis pas des T à boire, le T comme la lettre de trauma. Puis ce qui est différent dans le cas du trauma complexe, c'est l'aspect identitaire. Donc, quand ta suite, ton enchaînement de traumas est de petite nature, mais à répétition sur une grande période de temps, ça touche ton identité. Fait que, par exemple, un trauma événementiel, c'est par exemple quelqu'un qui a un accident de voiture, quelqu'un qui se fait, admettons, targeter à gunpoint dans un dépanneur. C'est quand ta vie est en danger. Des agressions sexuelles, par exemple, tout ça, c'est des événements événementiels. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, quand tu es jeune, avoir peur de mourir parce que tu t'es fait mordre par un chien, puis après ça, tu as une peur morbide des chiens, mais tu vas pas te dire « c'est moi qui attire les chiens » ou « il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je suis pas capable d'assumer ma propre sécurité par rapport aux chiens. » Tu sais, ça va juste être « j'ai peur des chiens, point », et la menace est externe.
Tandis que le trauma relationnel, le trauma complexe, les menaces sont comme « je suis un problème ». Fait que si vous avez un sentiment dans la vie constant, chronique de « j'ai un problème, je suis un problème, des mauvaises choses m'arrivent à cause de moi », ça peut être un indicatif qu'il y a potentiellement du trauma complexe relationnel. Puis la table dissociative, donc moi je fais du EMDR et de la table dissociative. La table dissociative supporte le trauma complexe puisqu'elle va nettoyer la partie identitaire. Donc à l'aide des parties émotionnelles qui comportent chacune des parties de mon histoire, il comporte aussi chacune des croyances négatives sur moi. Tu sais, on parle beaucoup de ça là, dans la loi de l'attraction, puis dans genre plein d'affaires spirituelles, ils parlent tout le temps des croyances négatives sur soi. Parce que ça, c'est par rapport à la psychologie, c'est un peu vrai. Comme tu vas tout le temps un peu t'arranger pour que la réalité puisse confirmer ce que tu penses à l'intérieur de toi, C'est un peu le même que ça fonctionne, l'inconscient puis tout ça. Fait que c'est le même que, tu sais, puis le trauma complexe, ben si t'en as beaucoup, c'est un trauma complexe important, comme le mien était assez important, c'est que ça a pollué toute ma sensation d'identité. Fait que mon identité était basée que sur « je suis dégueulasse »,« je suis un échec »,« je mérite pas d'être aimée »,« je vais tout échouer »,« je vais tout perdre ». Toutes ces phrases-là étaient ancrées dans mon identité, ce qui faisait en sorte que j'avais pas le choix de me mettre dans des situations qui allaient confirmer ça, parce que sinon, c'est comme si ton cerveau peut pas travailler dans le non-sens. Ton cerveau peut pas travailler dans une réalité qui est pas vraie pour toi. Fait que c'est un peu complexe, mais c'est ça, en gros, le plus important de ce qui a été le nettoyage identitaire. C'est-à-dire, puis là, là, mon psy m'a demandé, est-ce que tu remarques des changements, tu sais? Puis là, je remarque des changements au niveau relationnel vraiment importants. C'est-à-dire que je ne m'engage plus ou je ne fais plus des efforts dans des relations qui me semblent à sens unique. Je lâche vraiment la bribe rapidement quand je suis comme, tu sais, parce que, admettons, je vais donner un exemple. Là, on côtoie beaucoup de parents de la garderie, nos enfants sont amis, puis là, il y a comme un espèce de mouvement vers essayer de se faire amis avec des parents de la garderie qui habitent sur notre rue, qu'on voudrait côtoyer et tout ça, pour que les enfants puissent jouer ensemble. C'est créer un genre de forme de village, genre. Et moi, j'ai toujours voulu ça, puis ça, c'est une partie de mon identité qui me poussait, la genre d'archétype de l'orpheline, qui me poussait à aller vers des gens, des familles, des personnes qui pouvaient être mes amis, mais qui étaient plus âgées, pour me reconstruire une espèce de forme de nouvelle famille, puis de me faire un peu adopter par des gens. Puis là, je suis dans une instance où, quand je vais à la garderie, je suis confrontée à mon envie de connecter avec certains parents, puis mon observation de « je pense que c'est pas réciproque ». Puis là, ça fait mal parce que c'est du rejet. Mais avant, j'aurais genre beaucoup déployé d'efforts et de ressources pour investir ces relations-là. Et maintenant, je suis comme, je vais laisser ça de même, tu sais. Peut-être que mon impression est pas réelle. Peut-être que je me suis, tu sais, c'est toute une question de perception. Sauf que je vais pas chercher à sortir de moi-même puis à me mettre en pretzel pour rentrer en relation avec des gens qui semblent pas vouloir faire d'efforts. Fait que là, ça, je le fais plus. C'est assez important. Puis ça a été comme un gros moment charnière dans le nettoyage. À un moment donné, il y a eu un shift au niveau relationnel, puis je me suis mis à réaliser que je faisais ça. Puis ça m'a complètement déstabilisée. Puis il y a la même chose qui se passe en ce moment avec ma carrière de comédienne, c'est-à-dire que je suis comme complètement arrivée au bout de investir dans une carrière qui ne veut pas de moi. C'est comme si c'est tellement évident pour moi en ce moment d'être comme « mais je ne peux pas continuer de tout investir mes ressources financières et mes ressources intellectuelles et mes ressources de temps pour continuer de chercher à jouer dans des séries québécoises quand j'ai tout fait les efforts qu'il fallait, puis que là, il faut que j'arrive à faire le deuil de « ça s'est pas passé comme je voulais ». Puis là, je suis en train de désinvestir cette sphère-là.
c'est très déstabilisant, mais là, maintenant, j'ai l'expérience de mes relations, puis je suis comme, ah, je le sais qu'est-ce que ça va faire, je sais c'est quoi les étapes. Au début, ça va être déstabilisant, puis après ça va devenir comme un peu ma nouvelle réalité. Puis après ça, je vais être confrontée à des nouvelles situations où est-ce que je vais me voir vouloir investir dans des trucs, puis que je vais devoir paddle par en arrière, puis faire comme, hop, je pense que genre... Puis je vais avoir encore des moments inconfortables où est-ce que je vais être comme, ah, mais je peux peut-être faire encore un... Ah non, tu sais, puis après ça, ça va devenir comme une espèce de nouvelle réalité, d'être comme, je n'investis plus dans des domaines que ça rapporte rien, tu sais. Si je vois que ça rapporte rien, je passe à un autre appel. Parce que dans le fond, tout ça était bâti sur, quand ma carrière de comédienne, une croyance que j'avais, que j'ai nettoyée, quand ma carrière de comédienne va décoller, tout va être correct. Quand ma carrière de comédienne va décoller, mes finances vont être correctes. Quand ma carrière de comédienne va décoller, ça va me confirmer la valeur que j'avais d'être spéciale. Parce que dans le fond, tout ça part de la notion que je voulais être spéciale. Parce que, tu sais, aller dans un milieu compétitif, à la base, tout le monde me disait « c'est compétitif, beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Puis moi, ce que je répondais dans ma tête, mais pas à voix haute parce que j'ai pas beaucoup d'assertivité, c'est « non, mais pour moi, ça va être différent ». Fait que je voulais confirmer ça. Je suis différente, je suis spéciale. Mais je suis pas spéciale, puis le bottin de l'Union des artistes, c'est plein de gens. Puis ça me fait pas plaisir de dire ça, puis j'ai 40 ans, puis dire ça à 40 ans, c'est hyper comme difficile. Puis faire le deuil de ça, ça a été hyper difficile. C'est encore dans des hauts et des bas. Mais il faut que je le fasse pour passer à l'autre étape, parce que sinon, je me bloque un futur, puis je continue d'investir dans une relation qui n'est pas une relation avec quelqu'un, qui est une relation avec un rêve, qui est une relation avec un rêve que j'avais petite fille, d'être comme, mais je veux confirmer que je suis spéciale. J'ai pas besoin de confirmer que je suis spéciale. J'ai besoin de m'utiliser de la meilleure façon que je peux. J'ai besoin d'avoir des sous pour vivre. J'ai besoin de monter dans la hiérarchie, parce que c'est ça que les humains, on est obsédés. Puis là, j'arrête de me mentir à moi-même, puis de me cacher de plein de façons que, dans le fond, je faisais ça juste pour accéder à un meilleur statut social, puis qu'il y a d'autres moyens que je peux y arriver. Fait que là, je vais travailler activement à investir d'autres moyens qui sont plus payants pour moi. Mais je vais garder quand même un échappatoire créatif qui va rester ma chaîne YouTube, qui va rester, genre, les médias sociaux. Pour l'instant, c'est comme ça. Là, j'ai écrit à un de mes amis, puis là, je suis en train de voir si je vais retourner sur scène en m'offrant des permissions, genre comme si, tu sais, en faisant... C'est qu'il faut que je réajuste certaines affaires, puis il y a des affaires qu'il a fallu que je coupe le pont. Fait que là, maintenant, mettons, avec mon acteur associé, avec mon agence, je sais que quand je suis pratiquement certaine que quand j'applique sur des rôles, je pense que les agents, en tout cas, je sais que les agents vont pas jusqu'à écouter mon démo. Fait que ça sert un peu à rien. Fait que maintenant, j'applique très peu, avec parcimonie, je mets le moins d'efforts possible là-dedans, puis c'est comme, on continue, tu sais. J'ai pas coupé complètement, j'ai pas quitté mon agence, mais là, je vais quitter mon agence quand ça va être le temps de renouveler de figuration, mais mon agence de comédienne, je l'ai pas quittée parce que je suis comme, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, si ça me garde pas un peu dans l'espoir, mais bon, je suis en réflexion par rapport à ça. C'est vraiment des gros réajustements. Mais ça me fait reprendre les rênes du contrôle de ma vie, puis je suis moins en attente, puis je suis moins en... c'est ça. Fait qu'avec les relations, avec la carrière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon identité par rapport à moi-même, par rapport à mon poids aussi, a tendance à... Il y a des hauts et des bas, là, mais ça a tendance à beaucoup changer. Où est-ce que maintenant je suis... Où est-ce que je suis par rapport à mon poids, c'est genre... j'ai envie de maigrir parce que je suis pas satisfaite en ce moment. Il y a des choses que je suis prête à faire pour le faire. Il y a des choses que je suis pas prête à faire pour le faire. C'est-à-dire, je vais pas me mettre dans un régime super restrictif où est-ce que je vais juste manger du poulet et du riz sur une longue période de temps jusqu'à atteindre un objectif, puis après ça, pas être capable de le garder. Fait que je suis en train de rechercher puis d'explorer comment que je peux avoir un niveau d'entraînement puis un niveau d'alimentation qui est le plus santé possible, mais le plus sustainable possible. Puis en ce moment, j'ai pas de nouvelle job, puis j'ai pas commencé l'université encore, donc
je suis dans une optique où est-ce qu'en ce moment, je peux faire plus d'efforts en sachant que cet été, ça risque de changer, puis que je vais réajuster. Puis je suis OK avec le fait de me retrouver dans un poids qui n'est pas l'atteinte d'un objectif numérique. Tu sais, de dire, genre, je veux absolument, tu sais, parce que mon objectif de poids, c'est 195 livres, mais je vais pas tout faire pour y arriver. Si j'étais à 205 livres, puis c'est sustainable, je vais arrêter là. Puis je me sens bien dans ma peau, je me sens sexy, je me sens belle, puis je me sens que j'ai beaucoup d'énergie. Je vais pas aller m'épuiser pour ça, je vais pas aller m'affamer pour ça, puis je vais pas faire, m'apporter mon lunch dans des réunions de famille de poulet, riz, banane, pour ça. Fait que je vais trouver un équilibre là-dedans, puis je vais me rendre dans une zone qui est confortable, puis je vais m'assurer d'être capable de le maintenir sur le long terme, pour le restant de ma vie, avec des réajustements, évidemment. Puis évidemment que je vais faire tout le temps un peu des réajustements puis des check-ups. Fait que ça me prend une balance, ça me prend un œil sur ça, ça me prend... là, en ce moment, j'essaie des genres de règles qui sont un peu lousses, qui sont comme, j'essaie d'éviter le soir les carbs. Puis parce que mon entraîneur m'a expliqué, il y a 3 types de corporalité dans la vie. Puis moi, je suis le type de corporalité qui a tendance à prendre du poids rapidement, surtout qu'il y a une réaction assez forte aux carbs. Fait qu'il faut que je restreigne ça. Fait que là, j'essaie de trouver un moyen d'être satisfaite, mais pour pas me priver complètement de pâtes, mais tu sais, je choisis des pâtes de blé entier. En tout cas, tu sais, comme je fais des choix comme ça qui sont, pour moi, accessibles puis sustainable pour l'instant. Puis là, je suis comme, OK, fait que ça, ce sujet-là, il est comme plus ou moins sous contrôle. Là, il y a l'aspect travailler pour mon chum. Là, ça, on a pogné un autre step là-dedans. C'est-à-dire que là, il continue de me donner un salaire, mais au lieu de me déléguer des petits guidis de montage à faire, là, on parle de la business, on est en train de refaire son plan d'affaires, son offre de service. Là, il a tout utilisé AI pour faire ça, puis ça a été formidable. Le AI a été capable de faire une étude de marché, assez exhaustive pour savoir, on avait 3 choix d'offres de service, puis là, on a fait une étude, Thierry a fait une étude de marché pour chacune, puis là, on a revisé ça, puis là, on est en train de faire un choix, là, un petit peu à moyen terme, là, pour dire, OK, parce que là, il faut refaire le site web, puis tout ça, fait que là, il faut faire un choix d'offre de service, puis là, on a statué sur une offre de service, puis là, on va l'essayer. Fait que là, on est rendu à l'étape de statuer sur ça, puis d'aller dans la réalité, puis voir est-ce que... Parce que, tu sais, le AI peut donner de l'information, puis peut dire « Ah oui, il y a une possibilité sur ça. » Comme notre offre de service, c'était comme « Ben, il n'y a pas de business à Montréal sur ça, fait qu'il y aurait un void. » Fait que ça serait possible pour nous d'avoir ça. Mais après ça, il faut toujours aller vérifier, parce que s'il n'y a pas de demande pour ce type de compagnie-là à Montréal, ça se peut que ça soit comme... c'est quand même pas accessible ou genre, tu sais, il faut toujours vérifier dans la réalité. En tout cas, c'est ça la vie d'entrepreneur. Si tu fais une hypothèse, tu vas la vérifier dans la vie. Ça ressemble à être un scientifique. C'est ça que les scientifiques font. Ils ont une hypothèse, ils vont la vérifier. Ou ils n'ont pas d'hypothèse, mais ils essaient de regrouper le plus de data possible. Fait que tout se passe dans la réalité. Il faut tout filtrer à travers la réalité. Il n'y a rien qui se passe dans notre tête. Fait que là, c'est aussi un peu ça. C'est que je me suis mis à débarquer dans la réalité puis être comme... j'arrête ou je suis devenue allergique à tout ce qui est croyance, tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est je vais croire dans ma tête, puis je vais y croire, puis là, ça va se matérialiser. Oui et non, tu sais. Oui, au niveau de l'identité, comme j'expliquais, mais non au niveau de... Tu sais, je peux pas juste me dire dans ma tête « Ah oui, je vais être comédienne, puis ma carrière va décoller » si... à tous les jours, je me propose sur des rôles, puis je décroche jamais rien. La réalité est en train de m'envoyer un message là, de « It's not happening ». Puis, je peux décider de pas savoir pourquoi « It's not happening ». Je peux décider d'essayer de dire « Bon, ben, je vais changer mon matériel promotionnel, je vais... » Mais en même temps, c'est qu'il faut tout filtrer à travers la réalité. Il faut pas rester dans ses croyances. Puis j'ai passé une grosse partie de ma vie dans ma tête à me faire un monde imaginaire, puis parce que mon enfance était tellement difficile que c'était mon coping mechanism. L'imaginaire, c'était là où
mais là, ça peut devenir un outil, mais il faut pas que ça devienne une façon de fuir la réalité. Fait que là, comme mes finances sont in check, fait que là, j'ai un document Excel que je remplis. À chaque fois que je reçois des montants d'argent, je le sépare dans des comptes. Je garde très peu d'argent dans mon compte chèque. Ma carte de crédit, je la rembourse régulièrement. J'ai un plan pour rembourser mon autre dette. J'ai des plans à court et à moyen terme avec mon argent pour avoir un compte qui est en urgence, un compte de dépenses, genre des choses que je m'achète frivoles, genre, fait que j'ai un compte de ça dans lequel je mets de l'argent. J'ai un compte pour mes dépenses, genre mon psy puis tout ça, où est-ce que je mets de l'argent à chaque paye dedans pour être sûre que je suis toujours en avance. En tout cas, bref, mon argent a été une check pour le moment. Puis là, la prochaine étape que je veux viser, c'est avoir de l'investissement. Fait que, avoir un CELI app, avoir un REEE pour ma fille, ça, faut les ouvrir, faut mettre de l'argent dedans. Fait que ça, c'est ma prochaine étape financière. Puis après ça, ça serait aussi en contrepartie de me trouver un emploi pour aider Thierry à avoir plus d'argent investi dans la compagnie pour qu'on puisse mieux investir puis développer la compagnie parce que là maintenant Thierry, c'est plus sa compagnie, c'est notre compagnie. Même si j'ai pas des parts dedans, c'est juste de dire que on est comme, bon ben là, en tant que famille, on a fait le choix de vivre sur ce montant d'argent-là qui vient de la compagnie. Donc, je vais investir aussi mes ressources, mon intelligence, puis mes capacités et mes connaissances. Donc, pourquoi aller à l'université en marketing? C'est pour pouvoir réinvestir dans la compagnie, des connaissances pour pouvoir aider à développer. Puis, on a d'autres projets que je ne vais pas parler encore, là, mais d'autres projets de couple, de famille. On a des projets genre comme acheter une maison, mais il y a d'autres projets aussi. Fait que là, ça aussi, c'est comme ce sujet-là a tendance à être pas mal in check. Puis là, par rapport à ma chaîne YouTube aussi, comme pendant le temps des fêtes, je pensais beaucoup, puis on en parlait, puis là, j'écoutais des podcasts de marketing, puis là, j'étais comme... Puis là, je me mets à le voir comme un produit, puis là, je suis comme, OK, comment je pourrais le marketer, comment que je pourrais, tu sais... Fait que là, j'ai comme plein d'idées aussi par rapport à ça, de choses que je pourrais tester. Puis fait que c'est vraiment excitant, mais là, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'étape structure, stratégie, hypothèse. Puis après ça, ben, il va falloir les mettre en action, puis il va falloir aller tester dans la réalité. Fait que je pense que 2006, ça va pas mal être ça. Mais tout ça, je parlais de l'identité parce que c'est ça, c'est le fait d'avoir nettoyé tous ces traumas-là identitaires. Les traumas n'étaient pas identitaires, mais toutes les croyances que j'avais sur moi avec la table dissociative, c'est que ça a libéré la place et les possibilités pour réajuster à peu près tout parce que j'étais pris dans un pain de mes finances sont pas satisfaisantes, ma carrière est inexistante, j'aime pas mon poids, ça va pas bien avec mon chum, mon rôle de mère, il était plus ou moins... Là, il y a eu des petits réajustements, mais ça allait plus ou moins bien dans ce domaine-là. Mais tu sais, comme le chien, c'est un problème. Puis là, on dirait que ça, mélangé avec la formation de précoque de Guillaume Dulude, ça l'a vraiment, vraiment libéré, ça l'a nettoyé, puis ça l'a donné vraiment des outils pour attaquer chacun de ces sujets-là dans l'action, puis dans le... OK, je vais vraiment comme faire des actions concrètes avec des résultats concrets. Mais aussi, ce qu'il faut savoir quand on se met à être dans la réalité puis qu'on n'est pas juste dans le rêve comme je l'étais, en tout cas pour moi, ce que ça a fait aussi, c'est que les modifications sont très minimes. Fait qu'il faut vraiment s'armer de patience puis avoir des lunettes vraiment bien ajustées pour être capable de voir là, les micro-changements. Comme par rapport à mon poids, là, hier, j'ai sorti de mon armoire des jeans que j'étais comme, ils me font pas bien, je pense que je vais les donner. Puis à la dernière minute, je les ai gardés, puis j'étais comme, peut-être si je perds du poids, ils vont me faire mieux. Puis là, hier, je les ai portés toute la journée, puis j'étais vraiment fière d'être comme, ils me font bien, ou ils me font mieux, puis je me sens bien dedans, je me sens sexy. Et là, je suis à une étape de mon poids où mon apparence a un peu modifié, puis je me sens mieux dans mes vêtements. Puis l'autre jour, je me suis entraînée en me regardant de côté dans le miroir. Là, ça peut avoir l'air vraiment niaiseux, mais moi, au gym,
j'évitais de croiser mon regard, j'évitais de me regarder dans le miroir, j'évitais de faire les exercices en me regardant dans le miroir. Donc, ça me bloquait tout corriger ma posture parce que j'étais comme, si je me regarde dans le miroir, je vais avoir envie de vomir et genre, ça va me faire sentir tellement mal, je vais spiraler le reste de la journée. Ça peut scraper ma journée, fait que je vais pas faire ça. Allô, Bouki! Je vais pas faire ça. Mais là, ça, c'est un micro-change. C'est une micro-amélioration qu'il faut que je sois capable de reconnaître pour justement m'aider à me préparer. Parce que dans le passé, quand j'étais dans une période de perte de poids, c'était juste comme un espèce de tunnel où est-ce que c'était juste comme objectif, objectif, objectif. Puis j'avais aucune stratégie pour voir certaines étapes, tu sais. Fait que là, je me suis dit, quand je vais passer en bas de la barre de 200, qui est quand même un gros objectif, là, j'étais à 213 présentement, je vais m'acheter des vêtements de sport. Tu sais, je vais comme aller magasiner des vêtements de sport, puis là, ça va me faire plaisir, puis là, ça va me faire encore plus sentir belle au gym, puis, tu sais, puis en attendant, je suis comme, j'ai un peu tout le temps le même linge sur le dos au gym, mais c'est correct, parce qu'à un moment donné, tu sais, je vais l'atteindre, mais comme il aurait fallu que ça soit plus de petits objectifs. Fait que là, je pense me donner un objectif que je sais pas c'est quoi quand je vais être en bas de 210. Mais, puis là, c'est ça. Avec mon chum aussi, on fait ça. Là. On a une espèce de, de, de nouvelle approche qui est genre, quand on atteint certains objectifs, on s'offre quelque chose. Puis là, on le choisit d'avance. Puis là, on le négocie. Puis là, on est comme, OK, quand on va arriver à ça, on va faire ça. Pour aider ça, on peut se permettre ça. Puis on travaille tout le temps un peu de façon stratégique. Puis ça aide à diminuer la douleur, puis l'investissement très difficile à tous les jours de affronter son quotidien dans la réalité, puis de faire des tâches quotidiennes qui sont difficiles, puis d'être confronté tout le temps au fait que je suis moins bonne que je pensais que j'étais, puis que je me déçois à certains moments, puis qu'il faut quand même que je continue, puis qu'il faut quand même... Tu sais, tout ça devient un petit peu plus... comment on dit? Un petit peu plus... pas positif, mais comme facile à vivre un peu, genre. Tu sais, ça l'atténue une certaine forme de douleur. Puis là, c'est comme, on essaie d'être plus, tu sais, on fait toujours des actions puis des stratégies qui sont sur le long terme. Tu sais, maintenant, nettoyer mes parties émotionnelles, ça m'a fait voir que je vivais constamment dans le temps présent. J'avais, tu sais, j'avais juste comme un rêve pour le futur, puis comme des ambitions, puis comme... Mais j'avais pas vraiment de stratégie pour m'y rendre, puis j'avais pas vraiment de décortiquer en petites étapes. Fait que là, maintenant, on fait ça. On fait ça de façon stratégique, puis on fait ça de façon, on en parle, puis on est comme, OK, mais si on veut se rendre là, il faudrait qu'on ait ça. Fait que là, on va faire cette décision-là, là, dans le moment. Comme là, on a acheté un poêle usagé pour remplacer le poêle usagé. Quand on est venu habiter ici, l'ancienne locataire nous a donné ses électroménagers, parce qu'elle voulait en acheter d'autres pour dans son nouvel appartement. Fait qu'elle elle nous a donné les 4 électroménagers. Laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Là, le poêle a lâché. Là, on est allé magasiner un poêle. Puis là, quand on a acheté notre poêle, puis qu'on savait qu'il va être livré mardi prochain, on s'est assis dans l'auto. Puis là, mon chum était comme... J'étais un peu déçue d'avoir acheté un poêle usagé. Puis j'étais comme, moi aussi. Puis j'étais bien capable de le nommer. Puis tout. Puis quand il l'a dit, j'étais comme, ah, c'est ça, cette émotion-là. C'est que je me sens un peu loser, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, on va le prendre comme un... On a fait cette décision-là parce qu'on était comme, ben, on a à peu près 300-400 $ à mettre sur un poêle. Fait que on n'aura pas le choix que ça soit usagé. Mais en sachant qu'on est en train de développer la business, on est en train d'essayer d'avoir des leads pour des nouveaux clients, on est en train d'essayer d'augmenter notre niveau financier pour que la prochaine fois qu'on a des électroménagers à acheter, on les achète neufs. Peut-être, tu sais, neufs, mais avec une scratch, là. Mais tu sais, comme... Puis ça va nous faire plaisir, tu sais, quand on va être dans le magasin, puis on va être comme, hey, il faut se rappeler qu'on a travaillé fort pour se rendre là, puis tu sais, on est rendu à une nouvelle étape, tu sais, c'est un nouveau pouvoir d'achat, genre, qu'on a bâti from scratch avec la business. Fait que là, on s'est dit ça, puis là, c'était comme, on a passé de... En tout cas, moi, j'ai passé de me sentir loser, puis être comme, ah, tu sais, à 40 ans, c'est un peu déprimant de ne pas avoir assez de pouvoir d'achat pour s'acheter des électroménagers neufs.
quand la plupart de mes amis ont des maisons, puis tout ça. Puis tu sais que je vais dans une garderie où est-ce que la plupart des parents arrivent en Tesla, puis... Fait que là, c'est comme... OK, mais c'est pas grave parce qu'on travaille vers ça, puis on se fait un objectif, puis tout ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Bonne année, de la santé, c'est ça l'important. Puis prenez soin de vous, puis on se revoit bientôt. OK, bye!